Fragment 2. La critique de la domestication par Kamat est plus clairement développée dans son essai Errance de l'humanité, qui a été publié en anglais en 1975 par Black and Red de Detroit. À cette époque, la maison d'édition était gérée par Lauren Perlman et son mari Freddy. Ils ont auto-publié ce texte dans une belle brochure après que Freddy a complété sa première traduction en anglais. En lisant les propres écrits de Perlman, l'influence du texte est immédiatement apparente. Perlman lui-même allait continuer à incorporer ses idées dans une critique cinglante de la civilisation qui inspirait la plupart des perspectives et anti-civilisationnelles dans le milieu anarchiste. Ces efforts seraient largement motivés par la saisie de la limite précise que nous avons identifiée dans l'histoire de Kamat, celle des origines. Dans sa biographie de Freddy, Avoir peu, être beaucoup, Lauren raconte la manière dont il a passé les 7 ans suivants, presque entièrement concentré à explorer l'histoire du monstre de la domestication. En particulier, il a passé ces années à dévorer des récits de la colonisation européenne, de l'Amérique du Nord et du procès de domestication que les Européens ont déchaîné sur les êtres vivants de ce continent. Il s'inspira de Hobbes en nommant ce monstre Léviathan et entreprit la tâche monumentale de raconter l'histoire de celles et ceux qui l'ont résisté. Il auto-édita ses recherches en 1883 dans un merveilleux et tragique livre dévoilé lors d'une fête entre amis chez lui et chez Lauren à Detroit. Le titre du livre était Contre le Léviathan, contre sa légende. Against his story, against Leviathan. Affirmant que la résistance est l'unique composante humaine de toutes, celle du Léviathan, history, Freddy restreignit son travail à une étude en profondeur de la résistance contre les incursions du Léviathan dans les bois autour des grands lacs pour examiner les tribus barbares et non domestiquées, untamed, qui avaient auparavant refusé la servitude de la civilisation. Là où history, exulte les réussites civiques et militaires, les appelant progrès, l'histoire de Freddy voit que chaque consolidation de la puissance étatique comme un empiètement sur la communauté humaine. Il s'adresse au lectrice comme un individu parlant à une autre et ne prétend pas suivre les règles académiques. Je considère comme allant de soi que la résistance est la réponse humaine naturelle contre la déshumanisation et par conséquent qu'elle n'a pas à être expliquée ou justifiée. L'histoire de la résistance suit la chronologie de la démarche destructrice du Léviathan, mais évite d'utiliser les conventions des historiens, his historians, de dater les événements. Ceci, aussi bien que son langage poétique et visionnaire, donne au travail une qualité épique. Freddy commence son récit en tentant d'isoler la manière dont chaque position idéologique existante échoue à saisir l'ennemi dans son entièreté. Sa méthode est instructive, en cela qu'elle montre comment chaque idéologie est trop limitée et peut seulement offrir des solutions incroyablement superficielles au problème de la domestication. Dans le premier chapitre, il écrit « Les marxistes montrent du doigt le mode de production capitaliste, parfois seulement la classe capitaliste. Les anarchistes montrent du doigt l'État. Kamat montre du doigt le capital. Les New Ranters montrent du doigt la technologie, la civilisation ou les deux. Les marxistes voient seulement la paille dans l'œil de leurs adversaires. Ils remplacent leur vilain par un héros, le mode de production anticapitaliste, l'ordre social révolutionnaire. Ils échouent à voir que leur héros est la même forme au corps du lion et la tête d'homme, à l'œil nul et impitoyable comme un soleil. Ils échouent à voir que le mode de production anticapitaliste veut seulement dépasser son frère dans la démolition de la biosphère. Les anarchistes sont aussi variés que l'humanité. Il y a les anarchistes gouvernementaux et commerciaux, de même qu'un petit nombre est alloué. Quelques anarchistes diffèrent des marxistes seulement par le fait qu'ils sont moins informés. Ils voudraient remplacer l'État par un réseau de centres informatiques, d'usines et de mines coordonnés par les travailleurs et travailleuses eux-mêmes, ou par un syndicat anarchiste. Ils n'appelleraient pas ce dispositif un État. Le changement de nom exorciserait la bête. Kamat, les New Ranters et Turner traitent les vilains des marxistes et les anarchistes comme de simples attributs du protagoniste réel.
Kamat donne au monstre un corps. Il appelle le monstre capital, empruntant le terme à Marx mais lui donnant un nouveau contenu. Il promet de décrire l'origine du monstre et sa trajectoire, mais ne l'a toujours pas fait. Les problèmes qu'il fait ressortir à propos des marxistes et des anarchistes résonnent toujours autant aujourd'hui qu'en 1883, et celles qui ont tiré d'autres conclusions de ces derniers doivent largement à Freddy pour avoir aidé à redynamiser une anarchie sans attachement à l'industrialisme et la technologie ou à d'autres fétiches de la production. C'est depuis le dernier point, l'échec de Kamat, à esquisser l'origine et la trajectoire du monstre, qu'il trace sa propre voie. Il puise dans les écrits de Frederick Turner pour faire ressortir l'esprit du monstre, mais le critique pour son incapacité à parler du corps du monstre, le corps cadavéreux qui déchire les choses sauvages et les incorpore en lui. Le récit de Freddy s'attaque à ce corps. Le projet de Freddy est important parce qu'il pousse la critique de la domestication au-delà des réponses confortables. Il interroge les machinations de la bête avant le capitalisme tardif, avant la colonisation du Nouveau Monde, avant la naissance du capitalisme lui-même. Il a accompli d'écrire une histoire à propos de la naissance de chaque civilisation depuis la première à Sumer, et donc à propos de celle de la civilisation elle-même. De manière significative, il a raconté cette histoire tout en attaquant les historiens, anthropologues et économistes qui justifiaient la montée du Léviathan. À la place, il a raconté l'histoire depuis le point de vue de celles qui ont résisté à la domestication, à chacun de ses tournants. C'est l'une des nombreuses raisons stylistiques et éthiques qui font que ce livre est sincèrement beau à lire. Alors que je ne peux en toute bonne foi recommander à quelqu'une de lire les écrits ennuyeux d'Edelman ou de Kamat, je donnerai avec joie Contre les Léviathans à chacun et chacune de mes plus chers amis. C'est aussi la raison pour laquelle il n'est pas très logique d'en tenter une paraphrase exhaustive. Tenter de capturer la magie de la narration de Freddy serait difficile, si ce n'est impossible. Plutôt, je suggérerais simplement que quiconque veut expérimenter la profondeur et le poids de la critique livrée dans ce livre le lise soi-même. Cela étant dit, nous allons identifier quelques thèmes dans l'histoire qui vont nous aider pour la nôtre. Ces clés de compréhension seront utiles lorsque nous nous dirigeons vers l'exploration de la domestication. Sans ordre particulier, quelques thèmes utiles à propos de la domestication qui émergent au travers le texte. Le langage de la domestiquée sert toujours, ne serait-ce qu'un peu, à cacher des mensonges largement acceptés. Clairement, seuls celles hors du monstre sont libres, et pourtant, les civilisés vont utiliser de ce mot pour se décrire elles-mêmes. Même le dictionnaire contient cette contradiction. Il décrit la liberté, freedom, comme appartenant aux citoyens, et pourtant dit aussi que quelque chose n'est libre que s'il n'est contraint par rien d'autre que son propre être. Il n'y a aucune manière de résoudre cette contradiction. Les oiseaux sauvages, les arbres et les insectes qui sont seulement déterminés par leurs propres possibilités et envies sont libres. Les citoyens sont contraints par une infinité d'îles libertés. Les domestiqués appelleront les humaines qui sont toujours libres des barbares ou des sauvages, et pourtant ces termes désignent ces peuples, même s'ils sont les proies légitimes des atrocités les plus barbares des civilisés. Ce manque de sens et cette déception inhérents au langage sont vrais pour presque chaque mot que les domestiqués utiliseront pour décrire elles-mêmes. Ce qui détruit les communautés est appelé une communauté. Ce qui a une soif de sang humain au-delà de toute raison est appelé humanisme et raison. C'est ce qui importe lorsque l'on fait face aux écrits de ceux qui visent, à travers les mots, à justifier la domestication. Le Léviathan prend la forme de la vie artificielle. Il n'a pas de vie propre et peut donc seulement fonctionner en capturant en lui les êtres vivants. À la suite de Hobbes, le Léviathan, ou le Commonwealth, l'état des civitas, est un homme artificiel. Un homme blond, masculin, couronné, portant une épée et un sceptre. Cet homme artificiel est composé d'innombrables êtres humains anonymes, chargés de manier les ressorts, les roues et les leviers qui font bouger la bête artificielle. Hobbes, à son tour, ne verrait ces individus comme rien d'autre qu'une assemblée de ressorts et de roues. Freddy imagine que la bête n'est peut-être pas un humain artificiel, mais plutôt un ver géant. Pas un ver vivant, mais une carcasse de ver, un cadavre monstrueux, son corps consistant de nombreux morceaux et sa peau étant couverte de lances
et de roues et d'autres équipements technologiques. Il sait de par sa propre expérience que l'entièreté de la vie de la carcasse lui est donnée artificiellement par les êtres humains piégés à l'intérieur, qui manient des ressorts et des roues. Les êtres humains régressent alors que le ver progresse. La plus grande réussite du ver est de refabriquer les personnes en lui comme des unités individuelles mécanisées. Ces machines humaines sont en fin de compte remplacées par des machines entièrement automatisées, plus disposées à mener une existence dans les camps de travail du Léviathan. C'est une proposition troublante, parce qu'elle implique que nous sommes complices de la machinerie de notre propre cauchemar, à la fois en tant que force vivante qui anime ce monstre, mais aussi par l'internalisation de ce mouvement. Le Léviathan se constitue lui-même à travers les institutions de la domestication. Ces institutions sont impersonnelles et immortelles. L'immortalité n'est trouvée parmi aucune créature vivante sur Terre. Étant immortelles, ces institutions font partie de la mort, et la mort ne peut mourir. Les travailleurs, les prisonniers et les soldats meurent, et pourtant les usines, les prisons et les armées continuent à vivre. Si la civilisation grandit, le domaine de la mort grandit aussi alors que les individus qui vivent meurent. Aucun mouvement de résistance n'a encore été capable de prendre en compte cette contradiction. Les monastères étaient une innovation précoce parmi ces institutions immortelles. Dans ces établissements qui ne sont rien d'autre que des écoles précoces, les êtres humains sont systématiquement brisés, de la même manière que les chevaux ou les bœufs sont brisés, pour leur faire porter des poids et tirer des charges. Et elles sont séparées de leurs propres humanités, de toutes les activités et séquences naturelles, et on leur enseigne à accomplir des activités artificielles et à s'identifier aux séquences du Léviathan. Et elles deviennent des ressorts disciplinés et des roues engagées dans une routine qui n'a plus de rapport avec les désirs humains et les cycles naturels. L'horloge sera inventée par les êtres monastiques parce que l'horloge n'est rien d'autre qu'un monastère miniature dont les ressorts et les roues sont faits de métal au lieu de chair et de sang. Aucune réforme institutionnelle n'a exorcisé cet aspect monstrueux d'institution. La parure de masques sur les visages et d'armures sur les corps définit les humains et les humaines domestiqués. Ces masques et armures sont les manières par lesquelles les individus internalisent la contrainte du Léviathan et s'acclimatent eux-mêmes à vivre en lui. Ils sont nécessaires pour leur survie dans la domination et l'humiliation quotidienne qui est la vie de cette société. Ils protègent l'individu de ses propres émotions, de sa perception et de la séparation de son être. L'armure enveloppe l'individu et envahit son corps, tandis que toute la vie et la liberté joyeuse sont évacuées de leur corps, réduites à l'état de potentialité. C'est tout ce qu'il reste dans l'armure. Cela peut aussi être compris comme la formation d'identité civilisée. La domestication est perpétuée à travers une spiritualité civilisée qui met l'accent sur la domination sur toutes les choses vivantes, mais de manière plus importante sur l'autogestion, self-management, et la domination du soi, self-domination. Toutes les religions monothéistes ont en commun que l'homme doit dominer toutes les choses vivantes. L'Église catholique en particulier a appliqué ce décret en déclarant la guerre à toutes les choses vivantes, les mêmes choses vivantes qui constituent l'autonomie et l'indépendance des personnes libres. L'Église a innové dans le cadre de cette doctrine à travers le concept de péché. En réponse au péché, les personnes sont obligées de faire à elles-mêmes ce que Dieu fait à toutes les choses vivantes et ce que les nobles font aux paysans. Et elles retournent la violence contre leurs propres envies de leurs propres désirs, et contre le désir de la liberté et de fuite avant tout. La guerre contre toute vie continue comme guerre contre soi-même. Aucun Léviathan précédent n'avait autant dégradé son contenu humain. Les humains et les humaines domestiqués par les civilisations chrétiennes ne souffrent pas seulement, elles souffrent d'une violence auto-infligée de leurs propres mains et par leurs propres esprits. Et elles s'imposent un lent meurtre tortueux. Cette guerre contre le soi sera ensuite exportée en tant que guerre sacrée que l'Église mènera contre les infidèles, intérieurs, domestiques et extérieurs. Une telle conquête est démocratisée par le décret qui établit que chaque homme devrait être un empereur chez lui. Les paysans et la noblesse sont pris de la même frénésie de violence et de contrôle envers leurs sujets. À ce stade, même la société civilisée la plus séculaire a été ancrée dans cette autocontrainte depuis tant de générations
qu'une telle forme spirituelle de domination apparaît aussi séculaire et naturelle. Alors que certains léviathans peuvent être vus comme des vers, d'autres apparaissent plus comme des pieuvres, pillant la terre de manière plus intense et plus étendue que jamais. Cette expansion est nécessaire à la survie du léviathan, mais aucun être vivant dans ces monstres ne se soumet volontairement à l'accumulation. Les économistes et les historiens évoqueront une dialectique matérielle naturelle par laquelle les gens entrent volontairement dans ces bêtes, à cause de leurs infrastructures supposément supérieures. Et pourtant, à chaque étape, la violence doit être utilisée pour forcer les personnes à accepter ces infrastructures. Il n'y a pas de demande, avant que les gens aient été séparés du monde sauvage et de leur propre capacité à s'occuper d'elles-mêmes. Les vêtements européens sont seulement portés par celles qui ont perdu les leurs. Ces communautés de personnes libres sont attaquées lors d'une guerre biologique et chimique sans précédent, qui n'existe nulle part hors de la civilisation elle-même. Tout ce qui existe hors de la civilisation est vu comme des matériaux bruts à accumuler. Ce dehors est souvent construit à travers des catégories racialisées et genrées. Cette accumulation ne vient pas des mains des économistes, mais des lynchages des armées et de tout le reste de la police du Léviathan. Le génocide mené par les Européens contre les populations natives, animales et les terres du continent américain compte parmi les accumulations les plus inédites. À travers l'activité des fossoyeurs, connus sous le nom d'archéologistes, même les morts deviennent des marchandises. Toute cette violence est nécessaire pour la croissance du Léviathan. Les marchandises mortes deviennent les graines d'une nouvelle vague d'accumulation. Celles dans les communautés ont depuis longtemps été défaites. Celles dont les communautés ont depuis longtemps été défaites vont porter le drapeau de leur communauté perdue dans un espoir de regagner cette liberté perdue en combattant contre un ennemi imaginaire. Les humains et les humaines civilisées portent le masque de quelque chose qui elles ne sont plus ou qu'elles n'ont jamais été. Tout cela dans une tentative de dissimuler ce qu'elles sont devenues. Cela devient une course effrénée loin de soi. La chrétienté, la réforme, le marxisme et le nazisme sont quelques exemples de mouvements qui se forment en projetant une image de rejet de l'enfer industriel, mais qui ne font en réalité seulement que reproduire la civilisation industrielle. En fait, la plupart des nouveaux Léviathans commencent en tant que mouvement de résistance. En subissant ce qu'on appellera les révolutions industrielles et technologiques, le grand artifice perce tous les murs, prend d'assaut toutes les barrières naturelles et humaines, augmentant sa vitesse à chaque étape, mais au moment où la bête démarre vraiment tel un rongeur ailé s'élançant hors de l'enfer, ses propres prophètes diront qu'un objet qui s'approche de la vitesse de la lumière perd son corps et se transforme en fumée. Les victoires de tels objets sont à long terme des victoires à la Pyrrhus. La civilisation est marquée par une surexpansion, une croissance rapide et un mouvement vers l'infini. Ce mouvement est en définitive autodestructeur, produisant des contradictions et des pannes qui menacent la machine elle-même. Toute l'histoire est jonchée de carnage et de débris de cette hubris. Il s'agit d'un point complexe à propos de la notion de décomposition qui demande plus d'attention. Nous y reviendrons plus tard. Ces points éraflent à peine la surface de l'éloquente argumentation présente dans le contre le Léviathan, contre sa légende, mais ils valent la peine d'être développés parce qu'ils nous aident à comprendre à travers une définition opérante de la domestication qui commence avec les premières civilisations. Déception, capture, domination, accumulation, annihilation, d'Idin. Nous allons voir ces thèmes se répéter dans toutes les histoires qui suivent dans notre enquête.